depuis les derniers sondages. Et si l'union de la gauche derrière Jean-Luc Mélenchon gagnait aux élections, que se passerait-il? Que se passerait-il? Le programme économique de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on dit que c'est la NUP, bah, c'est Jean-Luc Mélenchon. Le programme économique, son programme économique, il vient de le détailler. Quel est-il? Quelle serait la politique menée? C'est une question importante et qu'il faut se poser à ce moment-là de la campagne, évidemment, puisqu'encore une fois, il y a une poussée de Jean-Luc Mélenchon, une poussée sérieuse. Les derniers sondages montrent que la majorité absolue est plus du tout garantie pour Emmanuel Macron et qu'en revanche, Jean-Luc Mélenchon serait de très loin la première force d'opposition. Et au vu de la progression dans les enquêtes d'opinion, il ne faut rien exclure. Il ne faut rien exclure, même si ce n'est pas le plus probable. J'ai le plaisir d'accueillir Dominique Seux. Bonsoir Dominique. Bonsoir David. Directeur délégué de la rédaction des Échos, éditorialiste à France Inter. Et j'ai le plaisir d'accueillir Adrienne Bretons. Bonsoir Adrienne. Bonsoir David. Porte-parole du mouvement Les Engagés, mouvement créé par Laurent Geoffrin pour revivifier les idées de la gauche du gouvernement. Vous vous reconnaissez quand même dans la NUPES, dans la NUP? Non, pas totalement. Pas totalement, un peu quand même. Moi, je me reconnais dans les idées d'une gauche social-démocrate, donc je déplore une alliance qui s'est faite au détriment des idées que peut porter une gauche républicaine, notamment. Donc voilà, je ne me retrouve pas parfaitement dans les idées de la France insoumise, sinon je serais à la France insoumise. Et donc un programme qui est en partie anti-européen, qui n'est pas clair sur la laïcité. Voilà. Mais le programme qu'on va détailler maintenant est de fait ratifié par le Parti socialiste aujourd'hui, par la gauche de gouvernement aujourd'hui. Alors, le gouvernement Emmanuel Macron parle de faillite, de chaos si ce programme est appliqué. Est-ce la vérité ? Ou bien est-ce exagéré? D'abord, au-delà des mots et des slogans, quels sont les faits? Quel est ce programme précisément? Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Chacun se fera son opinion. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors quel est-il ce fameux programme? Et il faut le dire, le débat aujourd'hui s'organise autour de ce programme. D'abord, la philosophie de ce programme, elle tient au diagnostic que Jean-Luc Mélenchon lui-même a sur l'économie française, un enfer libéral. Pour lui, il évoque les maltraitances des politiques libérales et notamment les inégalités de fortune. Premier grand axe, sans doute le principal, celui qu'on retient, une avalanche de nouvelles dépenses. Le chiffre est énorme et il incarne à lui seul la rupture. 250 milliards d'euros annuels de dépenses nouvelles revendiquées par la NUP, avec notamment la retraite à 60 ans, avec 40 annuités pour tous, un grand plan de nationalisation, la Française des Jeux, des sociétés d'autoroutes, des aéroports et beaucoup d'autres, un grand plan de transition écologique qu'il chiffre lui-même à 200 milliards d'euros sur 5 ans, la baisse de la TVA sur des produits de première nécessité, le remboursement à 100% de tous les soins de santé prescrits, la création d'un RSA jeune d'un peu plus de 1 000 euros par mois, un plan de recrutement massif dans la fonction publique, la création de 500 000 places en crèche, le SMIC à 1 500 euros contre 1 269 aujourd'hui, y compris pour les 5 millions de fonctionnaires. Et il y en a beaucoup d'autres. Total, 250 milliards revendiqués donc, mais certains autres instituts, l'un qui est de centre-gauche, Terra Nova, et l'autre d'inspiration plus libérale, l'Institut Montaigne, évaluent plutôt ce programme à plus de 330 milliards par an. Alors on avance un peu sur ce programme. Où trouve-t-il l'argent, Jean-Luc Mélenchon? Autrement dit, est-ce que ce programme est financé? Oui, c'est ce qu'affirme Jean-Luc Mélenchon. Premier levier, une avalanche d'impôts pour cibler les plus riches, je cite, les ménages aisés ou les entreprises, avec un relèvement de l'impôt sur le revenu, avec une tranche haute à 65% contre 45% aujourd'hui, une hausse sensible de l'impôt sur l'héritage pour les plus riches et le retour d'un ISF bien plus lourd que ce qu'il était avant 2017. Ça, c'est pour les ménages et pour les entreprises en vrac, notamment la remise à plat des baisses de charges et des surtaxes pour la plupart des multinationales. Deuxième levier, faire tourner la planche à billets, en clair, affronter pour cela la Banque centrale européenne. Quand on dit à Jean-Luc Mélenchon que la Grèce avait dû céder en 2015, eh bien, il réplique en substance que la France n'est pas la Grèce, que c'est un État fondateur de l'Union et donc que si la deuxième économie de la zone euro est sous pression et qu'elle amène dans son sillage l'Italie ou l'Espagne, la BCE sera contrainte d'agir. Sinon, ce serait risquer une crise systémique, l'explosion de la zone euro et un impact terrible de la banqueroute. Et enfin, le troisième levier pour Jean-Luc Mélenchon, une relance par la dépense publique et le pouvoir d'achat viendrait créer de la croissance et donc des recettes fiscales supplémentaires. Vous le voyez, c'est un cercle vertueux, c'est le fameux multiplicateur keynésien. Et pour chaque nouvel euro de dépenses, la NUP table sur 1,20 €
de croissance, un peu comme en 1981. Au passage, on peut quand même noter que l'expérience avait tourné court et que Mitterrand avait dû changer de politique 1 an et demi plus tard. Voilà. Puis si on compare le volume des dépenses nouvelles, c'est ça quand même qui marque les esprits par rapport au produit intérieur brut, à ce qu'il était en 1981. Je crois que c'est aussi assez nettement supérieur. 7 fois plus. 7 fois plus, dit-on. Alors, je ne sais pas si le chiffre est exact, mais enfin, en tout cas, c'est un choc de dépenses publiques énorme. Alors, c'est vrai qu'on dit beaucoup que la France est déjà surendettée, qu'elle dépense beaucoup d'argent dans ses fameuses dépenses publiques. Merci, Justine. Quand on lui dit à Jean-Luc Mélenchon, mais ce programme nous emmène dans le mur, le financement que vous invoquez, que ce soit la relance par la demande, alors que déjà la croissance tient beaucoup par la consommation des ménages, ou que ce soit ce choc fiscal énorme, ou l'idée que la France va faire plier la BCE, que ce sera quand même beaucoup plus difficile que ce qu'on pense. Voilà ce qu'il répond. À l'occasion de la séance du chiffrage, nous avons chiffré la totalité de notre programme économique en le faisant entrer dans la moulinette de la Banque de France. Notre message au pays est qu'il peut avoir confiance en nous. Le travail et le plan a été sérieusement travaillé, chiffré, organisé, discuté, mis en débat. Montage Aurélien Hamel. Comment qualifiez-vous ce programme ? C'est l'objet d'une formidable enquête qu'on publie dans Le Point demain de Marc Vigneault. Ce qu'il dit à propos de la Banque de France, ça n'est pas vrai. Jean-Luc. Oui, quand il dit c'est passé à la moulinette de la Banque de France. C'est complètement faux. Il l'a d'ailleurs admis hier face aux preuves qu'on lui a mis sous le nez. Il n'a pas du tout passé à la moulinette de la Banque de France. Il n'a pas eu accès au modèle qui n'est pas public. Ses équipes ont pris les résultats de ce modèle. Ils ont pris ce fameux coefficient multiplicateur, puis ils l'ont bidouillé pour que ça puisse coller à leurs chiffres. Donc non, c'est pas vrai. Alors que dites-vous, Géraldine ? C'est un pari ou c'est une catastrophe ? C'est compliqué de dire non, je ne voudrais pas être méchante, mais là, non, c'est pas à Paris, on n'est pas au niveau du Paris, on est effectivement quelque chose d'assez catastrophique qui, de toute façon, ne sera pas applicable parce que ces 250 milliards au minimum de dépenses nouvelles, il assume de les dépenser par de la dette. La planche à billets, il dit la Banque centrale européenne, voilà, dit-il, pour faire annuler la dette. La BCE, elle va dire non. Alors, qu'est-ce qu'il va ? Il va devoir battre monnaie, ça veut dire sortir de la zone euro, ça veut dire que pour vivre à crédit, il faut que des gens vous prêtent. On ne prêtera plus à la France. Je ne vois pas, il n'y a aucune rationalité dans ce programme. Ce qui est triste en plus, c'est qu'il se fait, il dit je vais renverser la table, mais il la renverse sur la tête des pauvres, parce qu'on parle des impôts aux plus riches, mais la retraite à 60 ans, à 40 annuités, il prévoit de le financer en augmentant les cotisations. Enfin, les conséquences financières, les riches s'en sortiront toujours avec ce type de système, pourront placer leurs actifs ailleurs, etc. Les plus pauvres, ils ne pourront pas s'en sortir et c'est eux qui paieront le prix de ce programme. Dominique, la parole au directeur délégué de la rédaction des Échos. Est-ce que ce programme est une folie ou est-ce qu'il est novateur et que finalement il y a une chance que ça réussisse ? Non, je crois qu'il repose sur 3 illusions. La première illusion, c'est une conception de l'économie qui est très étrange, mais qu'on a déjà connue. C'est l'économie, c'est une force hydraulique. On ouvre un robinet quelque part, de la dépense publique, et il en sort de l'emploi, de la croissance ou de la redistribution. Ce n'est pas le cas en réalité. L'économie, c'est plus complexe, c'est de l'innovation, c'est des entreprises qui agissent, qui ont confiance. Ça ne veut pas dire que la politique publique n'a aucun effet, mais à ce volume-là, c'est complètement illusoire. La deuxième illusion, c'est de dire, en fait, on ne touchera, qu'on augmentera les impôts que des plus riches. Non, attendez, le choc fiscal, il est entre 100 et 200 milliards d'euros par an. On n'a jamais vu ça, et j'ose dire même, on n'a jamais vu ça nulle part. Donc s'il veut faire croire qu'il ne touchera que les très aisés ou les milliardaires, non. Ça ne peut pas être une redistribution. Non, mais il va toucher tout le monde. Quand vous augmentez les impôts et les cotisations de 100 à 200 milliards d'euros, vous touchez tout le monde. Ou 95% de la population. D'ailleurs, c'est très drôle parce que dans le tableau qui est présenté par la NUP, en fait, il n'y a qu'un chiffre qui manque, c'est le montant de la hausse des impôts. Ah, c'est curieux, tiens, il n'y est pas. Donc, voilà. Et puis la troisième illusion, mais elle est tellement évidente que j'ose à peine la mentionner, faire croire que parce qu'on prend en otage l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, ils vont se dire « Ah oui, la France, on va aider la France en les prenant tous les trois en otage avec la BCE ». C'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas un rapport de force qui peut naître, voilà. Si le peuple français se prononce à travers les législatives pour ce programme-là, est-ce que ça ne peut pas remuer les certitudes
de ceux qu'on appelle les pays fourmis, les pays de rigueur, l'Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas? Bien sûr que les situations et les rapports de force modifient les choses. On l'a vu avec le Covid. Des choses qui paraissaient impossibles sont devenues possibles. Sauf que là, c'est une modification non pas temporaire, mais définitive. On change complètement à la fois de politique économique, d'Europe, et donc nos partenaires ne peuvent pas accepter ça s'ils sont persuadés qu'on va dans le mur avec. Donc je ne crois pas que ça puisse... Mais la vérité, David, il faut la dire. Évidemment que Jean-Luc Mélenchon ne pense pas une seconde qu'il appliquerait ça. Mais pas une seconde. Pourquoi? Non mais attendez, s'il était Premier ministre, cas de figure, il serait j'allais dire un radical socialiste. Il s'adapterait, il modifierait, il dirait je vous ai dit ça, mais je vais faire ça. Enfin, il ne peut pas imaginer une seule seconde qu'il appliquerait tout ça. Donc il fera comme le grec Tsipras en son temps, qui avait un programme... Alors il y a Nœud de Terra Nova, le think tank social-démocrate, qui est intitulé le piège de Tsipras, ou quelque chose comme ça. Il se passerait probablement, disent-ils. Bon, moi je ne suis pas l'avocat de Jean-Luc Mélenchon, évidemment, mais je pose toutes les questions comme je vous vois assez sévère. La parole à la gauche. Adrienne Breton, ce programme qui est complètement alternatif à tous les dogmes, je ne sais pas, est-ce qu'on peut le dire comme ça? C'est évidemment, certains diront le réalisme économique, mais la NUP dira les dogmes. Est-ce qu'il vous semble avoir une chance de fonctionner ou pas? Moi, je ne pense pas qu'il soit crédible, mais je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon cherche la crédibilité à travers ce programme. Ce programme, c'est en fait une liste de mesures qui répond à toutes les demandes possibles à gauche et qui n'a pas pour objectif d'être un programme de gouvernement. Et c'est ça d'ailleurs finalement que je regrette, l'absence de crédibilité de ce programme. Donc il n'y croirait pas lui-même? Je ne pense pas qu'il croit véritablement pouvoir être Premier ministre et donc devoir mettre en œuvre ce programme. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de hiérarchisation dans son programme économique. Et c'est ça qui ne le rend pas crédible. C'est vouloir tout faire tout de suite. Tout faire tout de suite et en plus faire essentiellement des mesures qui sont axées sur la relance de la consommation. Alors, bien sûr, moi je trouve qu'il faudrait augmenter le SMIC. Je suis aussi pour avoir plus de professeurs. Je ne suis pas contre augmenter le RSA. Un peu plus critique sur l'âge de la retraite à 60 ans. Mais globalement, ce sont des mesures qu'on peut étiqueter comme étant des mesures de progrès social. Par contre, ce qui n'est pas crédible, c'est de dire j'arrive et je fais tout de suite, comme ça, sans problème. Et je ne prends pas en compte le contexte dans lequel on est. Moi, je pense que c'est ça qui n'est pas crédible. Or, le contexte dans lequel on est, c'est on a un endettement qui est quand même conséquent, on a une inflation qui est importante, donc ça veut dire qu'on va avoir quand même plus de mal à s'endetter, surtout par rapport à ce qu'on a connu avec le quoi qu'il en coûte. On est dans une période où les politiques économiques de la France par rapport aux autres pays européens risquent d'être désalignées. Dans les 2 dernières années, on a effectivement mis beaucoup d'argent public dans la machine. Mais l'Allemagne a fait la même chose. Et donc finalement, il n'y avait pas de déséquilibre qui se crée entre les entreprises françaises et les entreprises allemandes. Aujourd'hui, on est en train de sortir de ce contexte-là. Si on met beaucoup d'argent sur la table pour relancer la consommation, ce qui va se passer assez naturellement, si l'Allemagne ne suit pas, ce qui est fort probable, c'est qu'on va à nouveau consommer et importer notamment des produits allemands et donc dégrader la compétitivité de notre industrie par rapport à l'industrie allemande. Il ne prend pas en compte non plus par rapport à 81, on en parlait, le changement de contexte. En 81, Mitterrand, il a dévalué 3 fois la monnaie pour mener à bien son programme. Aujourd'hui, on ne peut plus dévaluer. On ne peut plus dévaluer, c'est l'euro. Donc, pour moi, il y a d'abord un problème d'absence de hiérarchie, mais je pense qu'il est volontaire. Il y a quelque part cette volonté de faire un catalogue qui répond à toutes les volontés possibles à gauche. C'est-à-dire électoraliste, alors. Au-delà de ça, je pense que, quelque part, il y a un problème de diagnostic sur la situation de la France, sur la désindustrialisation, et même un paradoxe par rapport au discours qui était porté par Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle, notamment un discours qui était assez écologique, sur la nécessité de transformer notre économie, d'être plus sobre. Aujourd'hui, son programme, comme c'est un programme quand même de relance par la consommation, je le trouve assez paradoxal avec l'ambition affichée de sobriété. Alors, des réactions politiques. Emmanuel Macron, aujourd'hui, il est revenu à nouveau sur ce programme de Jean-Luc Mélenchon. On a l'impression que la majeure partie du temps de parole et du credo d'Emmanuel Macron et du gouvernement aujourd'hui, c'est critiquer Jean-Luc Mélenchon. Alors c'est vrai qu'il est en dynamique, mais il y est revenu. Écoutons d'abord Emmanuel Macron. Pour ce qui est de NUPES, c'est un projet d'interdiction et de taxation. C'est un projet, moi j'ai pris la peine de le lire, il y a 35 fois le mot interdit. C'est un projet où il y a 20 taxations nouvelles. Donc c'est pas un bon projet pour le pays. Montage Nora Le Merdi. Alors il y a quand même, non mais il y a
une vertu à ce que cette conférence de presse d'hier de la NUP ou de la NUPES, on ne sait jamais très bien comment on dit, c'est qu'il présente un projet. Emmanuel Macron, il n'est pas d'une clarté extrême sur ce qu'il veut faire sur les retraites, c'est le moins qu'on puisse sur dire. les comptes publics. Donc, j'ai jeté des pierres sur le programme de la NUPES, mais en voyant quelques fleurs, au moins une fleur. Il crée le débat, nous en discutons, et donc ça permet de réfléchir. Et c'est vrai que les autres partis, que ce soit le camp présidentiel ou le RN ou LR, on ne sait absolument pas. Enfin non, le camp présidentiel, on sait à peu près, sauf sur les retraites. On ne sait pas. Ah, oui, enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que la réforme de l'éducation, on ne sait plus trop si l'ambition est la même. Le RSA, on en avait parlé, l'idée d'encourager vers une activité, tout ça, on a l'impression que c'est terminé. Avant le premier tour et une campagne entre les deux tours. Voilà. Et c'est vrai que présenter un programme, c'est pas mal, parce qu'on peut voter pour ou contre, pour ce programme ou pour quelqu'un d'autre, mais au moins on peut se prononcer en connaissance de cause. Autre réaction, personne ne défend ce programme. Marine Le Pen ne le défend pas non plus. C'est assez logique, je vois ce que vous voulez dire, Géraldine. Écoutons. La radicalité de M. Mélenchon, qui consiste à vous dire la retraite à 60 ans, je ne sais pas comment on paye, mais on le fait quand même, c'est mauvais pour le pays. C'est un danger économique et social. Il ferait exploser de fait les inégalités sociales en faisant à nouveau progresser le chômage parce qu'il n'y aurait plus d'investissement en France. Je vais vous dire ce qui va se passer, si Mélenchon va à Matignon. Au bout de 18 mois, il va faire exactement comme Mitterrand en 83, rattrapé par la réalité, rattrapé par nos partenaires européens, rattrapé par les chiffres économiques, il fera un virage à 180 degrés. Et Nora Le Merdy pour le montage. Bon. Ce qui est marquant, c'est que quand même tout le monde se positionne par rapport à son programme. C'est aussi comme disait Dominique, c'est le seul à en présenter un. Oui, c'est la vacuité des programmes en face. Et même ce que disait Emmanuel Macron en disant dans son programme, il y a beaucoup d'interdictions. Enfin, ce n'est pas vraiment un argument. Il y a dans la partie du diagnostic qui est fait par Mélenchon, notamment sur les excès du libéralisme, on peut ne pas tout partager, mais il y a quand même des sujets sur lesquels on pourrait avoir besoin de réglementation. Je pense par exemple à tous les travailleurs des plateformes. On va avoir un certain nombre de règles là-dessus pour éviter les excès. Ça pourrait justifier. Mais donc dire il y a beaucoup d'interdictions dans le programme, il n'y a pas que des véritablement un argument. Il y a quand même des contradictions majeures. Enfin, mais on les sent. On augmente les salaires et on bloque les prix. Il faut expliquer à un chef d'entreprise comment il fait. On ne peut pas bloquer les prix en augmentant les salaires ? C'est-à-dire, à un moment ou à un autre, ça doit circuler un petit peu. Donc les prix bougent, ça s'adapte. Soit il y a de la marge, soit il y a et on peut augmenter les salaires. Et on peut augmenter les salaires, soit il n'y a pas de marge. Et qu'est-ce qu'on fait ? On met la clé sous la porte. Voilà. Géraldine. Oui, mais c'est ça. Il y a des incohérences comme ça, absolument, chaque mesure. Là où c'est vraiment triste, je trouve, pour le débat public, c'est que vous avez raison, Emmanuel Macron ne joue pas le jeu du débat public parce qu'il n'a pas de programme clair. Il se garde bien de préciser ce qu'il veut faire pour essayer, jusqu'à la dernière seconde, de ménager un peu tous les électorats. Jean-Luc Mélenchon ne joue pas le jeu du débat public et démocratique parce qu'il balance un programme absurde, disons-le, qui n'est pas travaillé, qui consiste à vous dire je vous promets que vous serez jeune et beau pour 200 ans, et que voilà, ça n'est pas crédible. Donc de quoi parle-t-on ? De rien, en fait. On parle sérieusement de rien, alors qu'on a des enjeux essentiel devant nous, ne serait-ce que la réforme des retraites, c'est un sujet essentiel et majeur. Avoir un non-débat ou une caricature, je trouve que c'est indigne des électeurs. En tout cas, c'est vrai qu'une élection, mais on a l'impression de se répéter ici quand on le dit, normalement, c'est fait pour trancher des options. Et c'est comme ça aussi que se déroulent les quinquennats. Et c'est comme ça qu'on peut gouverner. Quand on a fait ça montre un mépris pour ce qu'est le Parlement, en réalité. Ça oui. montre un mépris pour ce qu'est le Parlement. C'est-à-dire le Parlement n'est pas là pour appliquer un programme, le voter. C'est une occasion d'envoyer des programmes un peu n'importe quoi. Vincent, vous avez une idée là-dessus ? Mon diplôme d'économie a quasiment 40 ans d'âge. Je n'ai donc aucune légitimité. C'est comme le vélo, ça se perd jamais. Avec beaucoup d'attention les analyses qui sont produites ici. Moi, je regarde l'aventure Mélenchon au travers de ses égarements géopolitiques. Je reste dans mon couloir de nage. Et notamment ses fascinations chavézo-castristes, etc. Et pour moi, c'est du populisme en 3D. Les 3D, c'est le déni, le dogme, le décret. Le déni de réalité, quand on lui parle de ce qu'est la réalité sociale d'un pays comme Cuba ou le Nicaragua aujourd'hui. Le dogme, puisque... ma personne étant sacrée, je ne vais quand même pas m'abaisser aux contingences du réel. Et puis, le décret, je vais infléchir la réalité simplement parce que je l'ai décidé. Et parce que je vais... Donc, moi, c'est ça qui me frappe le plus. Et c'est pour ça que je suis assez sensible à l'argument qui vient d'être évoqué.
auquel honnêtement je n'avais pas pensé, c'est qu'effectivement c'est un instrument électoral. C'est évidemment pas une méthodologie de gouvernement. Et il en a sans doute... il résonne en stratège et pas en futur gouvernant, sans doute. Ce qui est surprenant en face, c'est que je peux comprendre que le gouvernement ne veuille pas parler des sujets qui fâchent. Cyniquement, je dirais. Pas retraite, on peut le comprendre, mais on peut le déplorer. Un calcul politique qu'on peut effectivement condamner moralement, qui est de dire je ne parle pas des sujets qui fâchent, qui divisent, mais il y a des sujets sur lesquels il pourrait proposer quelque chose face à Jean-Luc Mélenchon. Les sujets pouvoir d'achat. Moi, je ne comprends absolument pas que le gouvernement n'ait pas sorti des mesures sur le pouvoir d'achat. Il y en a plein des mesures sur le pouvoir d'achat. Oui, mais enfin, il y a des chèques tous les jours. Il y a des chèques tous les jours. Ce sera la première. Mais ce que je veux dire, c'est que sur un mois, sur le mois qui s'est passé, ils auraient très bien pu marteler des messages sur le pouvoir d'achat pour répondre au programme. Ah non, mais ça, ils l'ont fait pour le coup. Ils l'ont fait, bien sûr. Adrienne. Alors, sur le pouvoir d'achat, c'est peut-être le seul sujet. Et pour cause, on distribue, donc ça ne fâche personne. C'est le seul sujet sur lequel on les a entendus. Encore Elisabeth Borne hier. Hier, mais sur le mois passé, j'ai trouvé quand même que c'était... Non, mais vous avez raison de dire que, par exemple, sur l'éducation, on n'y voit pas extrêmement clair. Eh oui, alors on a dit que c'était le sujet majeur. On a 2 ministres de l'éducation sur 2 quinquennats qui sont a priori différents dans leur approche de l'éducation. Et rien n'a été expliqué. Et rien n'a été expliqué et tranché. Donc on ne sait pas. Merci Dominique, Adrienne, Géraldine.